l'existence. De la naissance, nous n'étions qu'un embryon minuscule dans le ventre de notre mère. La vie est une aventure magnifique, une odyssée dont chacun d'entre nous mérite le plus grand des bonheurs. Pour moi, la plus belle des choses dans la vie, c'est d'avoir un enfant, une mère remplie d'amour et de bonheur, pour ce petit être qui passera 9 mois dans son ventre, pour un jour finalement voir ce petit bout grandir, sourire, être le plus heureux et vivre chaque instant comme si c'était le dernier. La vie est belle mes amis, et ça nous ne devons jamais l'oublier. Eh bien salam à toi mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous venez de le voir dans cette intro, elle sera remplie d'émotions. Dans cette vidéo, il y aura tout d'abord une affaire concernant le petit Braylon Noble. Mais ensuite, restez bien attentifs jusqu'à la fin de cette vidéo car il y aura pas mal de choses. Je vous montre un petit extrait de ce qui vous attend à la fin de cette première affaire. Son, man. He wasn't crazy then, but he crazy now. All of a sudden he crazy now. You want to lay in a mental hospital? You done murdered my son, man, for nothing? Je vous en montre pas plus, soyez un peu patient jusqu'à la fin de cette première affaire. Pour vous expliquer rapidement, c'est le retour des Mogo Coffee Moments. Dans certaines vidéos qui vont arriver dans le futur, on risque de passer des petits moments prolongés ensemble. Le concept est très simple, faut voir ça un peu comme un programme. Le Mogo commence par vous présenter une affaire criminelle, puis ensuite un bonus aléatoire. Enfin bref, sans plus attendre, on commence avec cette vidéo. Je vais vous demander d'éteindre votre lumière, de vous installer tranquillement et de vous laisser emporter par ma voix. Braylon Noble est un petit garçon de 3 ans. Né le 5 novembre 2016, il sera très vite diagnostiqué comme un autiste et non-verbal. Ce genre de pathologie fait que l'enfant a beaucoup de difficultés à s'exprimer. Il va préférer interagir avec des cris, en tirant des bras, en tapant aux endroits. En termes de chiffres, 1/3 des personnes diagnostiquées dans le spectre de l'autisme seront non-verbales. Cela signifie qu'elles n'apprendront jamais plus à parler que quelques mots. Malgré ça, cette forme d'autisme est peu étudiée. Et il y a donc à ce jour encore trop peu de connaissances sur les processus de pensée des personnes qui ne parlent pas. Par contre, certaines recherches en cours et les nouvelles technologiques ouvrent les portes de la communication et de la compréhension. On sait de lui qu'il n'aime pas les bruits forts et qu'il comprend les phrases courtes du style « viens ici » par exemple. Il vit avec sa mère Janae Cox et sa grand-mère Bobby Johnson dans une sorte de résidence. Ils sont dans un appartement au 3e étage Hunters Ridge Apartment, sur Gibraltar Hay Drive dans l'Ohio. Sa mère a la garde complète du petit Braylon. Son père, quant à lui, était en prison. Il était extradé vers le Michigan après avoir fui pour 2 accusations pour vol à main armée. Un vendredi 4 septembre, la petite famille passe une journée comme une autre a priori. Ils sont tous dans l'appartement de Hunters Ridge en train de vaquer à leur occupation. Janae est sur le balcon, Bobby quant à elle est dans le salon et pour le petit Braylon, il était dans sa chambre. Cependant au cours de la matinée, vers 11h20 exactement, Janae s'aperçoit que ça fait un moment qu'elle n'a pas vu son fils. Elle demande à la grand-mère Bobby si elle l'a vu quelque part. Cette dernière lui répond que oui. Elle l'a vu partir dans sa chambre. Mais en ouvrant la porte de la chambre du petit de 3 ans, personne n'est là. Immédiatement, Janae et Bobby la grand-mère se mettent à le chercher. Elle fouille l'appartement de fond en comble. Elle vérifie aussi que la porte d'entrée était bien verrouillée. Ils sortent fouiller les alentours de la résidence, ainsi que la piscine, ou encore Swan Creek, un parc municipal à proximité de l'endroit où ils vivent. Mais Braylon reste introuvable, personne ne sait où il est. À 11h50, la grand-mère prend la décision d'appeler le 911 pour signaler la disparition du petit Braylon. Ici, on pourrait se demander pourquoi avoir entendu une demi-heure pour appeler le 911. Mais Janae expliquera que c'était le temps qu'ils ont passé à fouiller partout. Et voyant qu'il était introuvable, ils ont finalement contacté le 911. Ici, c'est facile à dire, je sais, mais ils ont mis beaucoup trop de temps avant d'appeler les secours. Quand on regarde l'âge du petit ainsi que sa pathologie, et tous les détails comme la porte qui était verrouillée, il fallait faire vite, quelque chose clochait et ça paraissait évident. Mais dans l'excitation, on ne sait pas comment chacun réagit, et c'est peut-être pour ça qu'ils ont mis du temps à appeler les secours. C'est donc à 11h50 que l'appel au 911 est passé.
La maman Janae semble désemparée. Elle suggère immédiatement que son petit serait tombé du balcon situé au 3e étage. La mère semble stressée. Ici, elle se pose tout un tas de questions et s'imagine les pires scénarios. Mais quand on réfléchit, c'était peu probable. Si un enfant tombe du 3e étage, je pense qu'il y a peu de chances qu'il s'enfuit en se relevant. Dès que l'appel est passé, les voisins commencent déjà à fouiller les alentours, le temps que les patrouilles de police arrivent sur place. La grand-mère criait dans les rues que son petit-fils avait disparu. Elle était dévastée. Lorsque les policiers arrivent sur place, elle leur explique que ça fait déjà 30 minutes que tout le monde est à sa recherche, en ajoutant la phrase suivante. « J'espère qu'il va bien, mais nous ne savons pas où il est. Nous avons parcouru tout le terrain. » À 13h30, la police de Tolède publie officiellement l'avis de recherche. L'après-midi se poursuit toujours. Tout le monde veut retrouver le petit Braillen sain et sauf. Absolument tout le monde se mobilise. Très vite, des dizaines de volontaires sont sur place pour fouiller le plus d'endroits possible. Ils portent des masques et des manches longues afin de les distinguer. Pour le coup, c'est un très bon réflexe, je trouve. Et ça devrait être une règle instaurée dans chaque affaire où des bénévoles se mêlent à des enquêteurs. Comme ça, hop, tu les reconnais direct et ça évite un bordel monstre. Donc franchement, c'est simple, mais c'est efficace. Vers 18h55, alors que les recherches ne sont pas prêtes de s'arrêter, les équipes de police de la K9, l'unité canine, arrivent en renfort. Des drones sont également utilisés afin de survoler toute la zone. Le jour suivant, le samedi 5 septembre, les recherches reprennent dès le petit matin. Vers 13h15, elles s'étendent autour de Swan Creek, accompagnées des chiens renifleurs. À 21h, les groupes de recherche et les bénévoles retrouvent une couverture ensanglantée au niveau du cimetière, qui se trouve en face des appartements de Hunters Ridge. Directement, Janae, la maman, confirme que cette couverture ne lui appartient pas et qu'elle ne l'a jamais vue. D'autres bénévoles retrouvent également ce qui semble être un trou fraîchement creusé dans les bois à proximité, accompagné d'une planche juste à côté. Un policier confirmera que ce trou n'était pas présent lors de son passage quelques heures avant. C'est très bizarre. Malgré ces deux découvertes plus que suspectes, la police de Tolède souligne qu'aucune des deux trouvailles ne pouvait être directement rattachée ou reliée à la disparition du petit Braillen. À 21h27, la police est obligée de faire un communiqué pour confirmer que Braillen n'a toujours pas été retrouvé. Ils sont obligés de faire ça puisque des rumeurs commencent à apparaître sur les réseaux sociaux et dans les médias. Le dimanche 6 septembre, soit 2 jours plus tard, les recherches sont toujours aussi intenses. Là, ça commence à être effrayant. Autant de temps sans nouvelles d'un petit garçon de 3 ans, c'était très inquiétant. Plus le temps passe, plus on peut s'imaginer le pire. L'état de stress de tous les membres de sa famille était à son paroxysme. Et tu m'étonnes, si demain je perds un être cher, si je ne sais plus où il est, je me sentirais tellement mal, je serais là à m'imaginer le pire à tout moment. Personnellement, mes amis, je ne pourrais même plus dormir. Enfin bref, le FBI est désormais inclus dans cette affaire. Ils étendent les recherches autour du domicile de Hunters Ridge. Compte tenu des trouvailles de la veille, la couverture et le trou creusé, la police demande à tous les bénévoles d'éviter les zones où ils ont été retrouvés. À 16h, des équipes de plongeurs retournent à Swan Creek. Ils vont fouiller le cours d'eau et ils vont également fouiller la piscine de la résidence. À 17h30, le FBI promet une récompense de 5 000 $ pour toute information permettant de retrouver le petit Braillen. À ce moment-là, nous sommes sur une enquête pour une personne disparue et tout le monde souhaite qu'on le retrouve en bonne santé. Le soir même, le FBI aurait apparemment emmené Janae en voiture pour l'interroger. Lorsqu'elle est aperçue vers 22h30 dans son complexe d'appartements, elle refuse de commenter à la caméra, mais déclare tout de même ne pas avoir été arrêtée ou inculpée. Le lundi 7 septembre, les bénévoles déclarent que les recherches vont s'étendre. Et ils vont s'étendre sur 3 miles, soit environ 4,8 km. Au bout de ces 4 jours de recherche, Janae est interviewée et dira en pleurant « Si vous voulez juste le déposer quelque part, veuillez le déposer au poste de police. Vous pouvez le déposer ici, appelez sur mon téléphone. Je sais qu'il pleure, et je sais que vous ne pouvez pas l'amener à arrêter de pleurer. Il est spécial, il ne mange pas, et même s'il a peur, je ne serai pas en colère. Veuillez me le déposer, je veux juste qu'il rentre à la maison, c'est tout. » Selon moi, ici son attitude est bizarre. Elle pleure son retour, mais pourtant fixe le sol. Elle ne regarde pas la caméra. Alors qu'habituellement, les personnes désemparées cherchent à regarder les autres pour qu'ils remarquent la tristesse dans leurs yeux, même inconsciemment. Et elle, pourtant, elle regarde ses pieds, comme si elle avait quelque chose à cacher finalement. Ses propos étaient tellement mélangés aux sanglots que la journaliste s'est excusée d'avoir posé cette question.
tellement elle était mal. Le mardi 8 septembre, les équipes de recherche rejoignent les bénévoles pour fouiller la zone boisée. Cette zone qui se situait près du complexe d'appartements, le long de Bryan Road à environ 300-400 mètres du bâtiment de Bray-Lane. Il est toujours introuvable au bout de 4 jours de recherche. Ce même jour, les policiers sont au courant des rumeurs, disant que durant l'appel du 911, certains auraient entendu des propos comme « je l'ai tué ». En arrière-plan. Ils enquêtent donc sur cet appel passé ce jour-là. Mais aucune info de ce qu'ils ont conclu ne sera rendue publique. Pour retrouver le petit Bray-Lane, énormément de moyens seront déployés. Fouille de la piscine et son drainage, appartement fouillé de fond en comble, la voiture Jeep de la grand-mère fouillée également, drone dans tout le périmètre et les alentours. Fouille des bennes à ordures, une vérification sous et dans les voitures, les parkings de la résidence, les bâtiments adjacents, les greniers. Même les bois ont été fouillés, mais rien, toujours rien. Ça paraissait surréaliste. C'est une centaine de volontaires qui se sont mobilisés, ainsi que la famille qui a été très impliquée. Le côté paternel de la famille de Bray-Lane a été aussi présent. Janay a assisté à chaque battue et a été également plus qu'impliquée dans les recherches. Elle ramenait des vêtements du petit pour avoir une odeur pour les chiens renifleurs de l'équipe de recherche. S'il y a bien une chose qu'on ne peut pas enlever aux enquêteurs, c'est qu'ils ont tout de suite pris la disparition au sérieux. Ils ont vraiment tout fouillé. Ils ont accompagné les pompiers, les équipes de sauvetage. Les recherches ne se sont pas arrêtées une seule journée. N'importe qui de majeur pouvait aider aux recherches et se joindre aux volontaires. Kim Sortor était à la charge des recherches. C'est elle qui les organisait auprès des autres bénévoles. Elle dira « Nous apprécions tout le soutien de la communauté et nous ne faisons que mendier et demander à plus de gens de sortir. » En plus des recherches, une veillée est organisée par les membres de la famille. Ils prient pour le retour de Bray-Lane en toute sécurité. Jeffrey Holloway, son grand-père, déclare durant cette soirée « Nous sommes ici pour cette veillée de prière, afin de le ramener sain et sauf à la maison. Merci de nous faire savoir où il est, s'il vous plaît. Quiconque sait où il est, veuillez le ramener ou le mettre dans un endroit sûr où nous pouvons le récupérer. Il n'y aura pas de problème. S'il vous plaît, ramenez-moi mon petit-fils. » Malheureusement, comme vous pouvez vous en douter, ça fait déjà plusieurs jours qu'il avait disparu. Plus le temps passait, moins on avait de chances de le retrouver en vie. La question que je me pose ici, et que vous vous posez, c'est où est cet enfant, bordel ? Un enfant de 3 ans n'a pas pu disparaître seul, comme ça, par magie. Quelque chose de sinistre se cache derrière cette affaire, et on va le découvrir ensemble. Après 6 jours de recherche, nous sommes rendus au mercredi 9 septembre 2020. Dans l'après-midi, les pompiers décident de retourner jeter un œil dans la piscine, par acquis de conscience. Ils ont pris le temps de chercher à nouveau dans la piscine. Ils ont vérifié les endroits déjà fouillés pour s'assurer de n'avoir rien manqué. Les enquêteurs expliquent cette deuxième vérification en disant « C'est une pratique courante dans les enquêtes policières. Une fois qu'une zone est fouillée, si rien n'est trouvé, nous devons revenir en arrière et de revoir cette zone de recherche et de voir si quelque chose a été manqué. Mais nous voulons réitérer que la région a été fouillée à de nombreuses reprises par Toledo Fire, par le FBI, les groupes de recherche privés et des chiens renifleurs de personnes vivantes comme de cadavres. Mais lorsqu'ils retournent à la piscine de la résidence, un corps y est maintenant présent. La piscine était à moitié pleine, puisqu'elle avait déjà été fouillée le vendredi dernier, soit le jour même de la disparition. Sur les lieux, il y a la police de Tolède, les pompiers, les secours et également un homme chargé de l'entretien de la piscine. Toutes les autres personnes présentes sont évacuées et une bâche est placée autour de la piscine pour bloquer la vue. Pour l'instant, les médecins légistes ne sont pas en mesure d'identifier ou de trouver la cause du décès. Le porte-parole du service de police de Tolède a confirmé que le corps décédé de l'enfant a été retrouvé à l'intérieur de la piscine du Hunters Ridge Apartment Complex de Tolède. Sur le moment, le corps n'a pas immédiatement été identifié comme étant celui du petit Bray-Lane. Mais la description physique correspondait à l'avis de recherche, donc il y avait très peu de doutes possibles. Janay et Bobby la grand-mère sont emmenés par la police, mais ne sont cependant pas menottés. C'est à ce moment que le lieutenant Lennart dit « À ce stade, nous sommes passés d'une enquête sur une personne disparue à une enquête liée à un décès inexpliqué. Donc il faut toujours que l'enquête continue. » D'après l'agent d'entretien, la piscine était ouverte pour la saison, mais avait dû être fermée il y a environ 3 mois en raison d'un problème technique. Il précise également que tous les résidents et employés de la résidence
sont en possession de la clé qui permet d'ouvrir et fermer la clôture autour de la piscine. Donc ici on comprend que la personne qui a placé le corps de Braylon vivait dans la résidence. Le soir même de ce 9 septembre, la police confirmera que le corps qui a été retrouvé était bien celui du petit Braylon. L'autopsie était prévue pour le lendemain matin. Le jeudi 10 septembre, un médecin publie une déclaration disant que l'autopsie sur Braylon Noble n'a montré aucune cause anatomique de décès et aucune preuve flagrante de traumatisme. La noyade n'a pas encore été exclue comme cause de décès, mais d'autres études et enquêtes sont nécessaires avant que la décision finale ne soit rendue. D'ailleurs, le médecin chargé d'effectuer les tests sur Braylon a déclaré qu'il n'a rien vu permettant d'expliquer le décès, comme par exemple une maladie ou un traumatisme. Le médecin n'a pas réussi à déterminer comment ce petit Braylon est mort. Il était très difficile de trouver la cause dans un premier temps. C'est pourquoi le médecin attend toujours un retour des examens toxicologiques, ainsi qu'un test au microscope permettant d'analyser les organes. Malheureusement, il n'y a pas de délai prévu concernant ce genre de test. Donc ça pouvait prendre beaucoup de temps. La conclusion finale, qui pouvait permettre de déterminer la cause de la mort de Braylon, dépendra de si oui ou non il y avait quelque chose d'anormal dans son corps. Des peluches, des ballons, des bougies sont déposées autour de la piscine en mémoire du petit. Mesquine, ça fait vraiment de la peine. Le petit avait seulement 3 ans et il a été retrouvé mort dans une piscine. Ça paraît tellement absurde, il était plein d'énergie, il avait toute la vie devant lui. Mais non, il est mort brutalement et on ne sait toujours pas pourquoi. L'enquête stagne et aucun élément ne permet de déterminer qui a voulu du mal au petit. On ne sait pas comment tout ça s'est passé ni dans quelles circonstances. Les soupçons se concentrent sur les proches de Braylon, et notamment sa mère, Janae. Beaucoup de rumeurs sur sa possible implication commencent à apparaître sur les réseaux. Même les voisins avaient des doutes, et ce très tôt dans l'enquête. En effet, plusieurs points font douter de sa bonne foi, et personne ne peut s'empêcher de remettre en doute sa parole. Les rumeurs ont débuté de manière tellement précoce que le lieutenant Dan Gerken a dû donner une interview en soulignant que malgré les rumeurs qui planent autour de cette disparition, la famille est totalement coopérative et qu'elle prend toujours des conseils, des informations, etc. Ils sont toujours là et ils vont aider les autres volontaires bénévoles. Mais malgré cette coopération et cette bonne volonté, il y a beaucoup d'accusations portées sur la maman, Janae. Tout d'abord, on peut se demander pourquoi lors de l'appel du 911, elle n'a pas précisé que Braylon était autiste et non-verbal. Elle ne l'a pas fait puisque la police de Tolède a dû modifier son avis de recherche peu de temps après la première publication. Ça pourrait s'expliquer par la panique, le stress, etc. Mais selon moi, c'est un détail très important qui montre la fragilité du petit. Il ne pouvait pas se débrouiller tout seul. Il ne peut pas demander de l'aide à des inconnus. Il ne pouvait pas crier ou manifester quoi que ce soit s'il était perdu. Donc tout ça, c'était très problématique. Elle aurait apparemment changé plusieurs fois de version, qui encore une fois pourrait être remis sur le dos du stress et de la panique face à la disparition de son fils. Malgré tous ces bruits de couloir, la famille de Braylon reste convaincue que Janae est innocente. En effet, Joy, la grande-tante, déclare que malgré les soupçons qu'il y avait eu sur Janae sur les réseaux sociaux, la famille ne s'en souciait pas. Pour elle, la mère est innocente et ce peu importe les rumeurs envers elle. Elle va dire en gros que ce n'était pas si important qu'il y ait autant de rumeurs envers la maman. Pour elle, le plus important, c'était de retrouver le bébé. Nous nous soucions juste du petit bébé, on ne sait pas ce qui s'est passé. Tout ce qu'on veut, c'est juste rentrer ensemble, le retrouver et prier. La famille croit dur comme fer en l'innocence de Janae. Est-ce qu'ils se voilent la face ou ont-ils vraiment raison? Elle serait innocente. Toutes ces questions resteront sans réponse. Mais les 30 minutes pour signaler la disparition ou le fait de ne pas avoir précisé immédiatement qu'il était non-verbal ne sont pas les seules actions qui font peser les doutes sur Janae. On rappelle que le coup de fil passé au 911 a fait beaucoup parler de lui. Certains avaient entendu dans l'enregistrement des phrases comme « je l'ai tué » ou « je n'arrive pas à le croire ». Même si ce ne sont que des suppositions et que les enquêteurs ne sont jamais revenus sur ses propos, avoir entendu ces phrases dans l'enregistrement, c'est quand même très louche. Faut pas chercher très loin pour comprendre qu'ils ne sont pas du tout clean, la grand-mère ainsi que la mère. Autre chose encore, un membre des groupes de recherche partagera sur Facebook certaines choses. Elle aurait remarqué certains éléments lors des recherches du dimanche. Elle commencera son message par « Je viens de rentrer des recherches, sans résultat ». Mais beaucoup de théories et d'informations. Au cours de ses écrits, des voisins auraient signalé ne pas avoir vu Braylon depuis mardi, alors qu'il a été porté disparu le vendredi. Selon des spéculations, la mère pourrait avoir un retard mental. À partir de ces théories, certaines personnes commencent à laisser sous-entendre que Janae aurait pu battre à mort son enfant.
Ici, c'est assez compliqué de dire ça, sachant qu'il n'y avait pas de traces de coups ou de bleus. Il n'y avait pas de lésions internes ou autres. Donc le fait qu'elle ait battu à mort le petit Brylen était très peu probable à ce stade. D'autres rumeurs disent qu'un homme aurait été dans l'appartement de Janae et Bobby durant 2 nuits avant qu'il soit reporté disparu. Mais pour le reste, rien ne peut le prouver. De même pour le fait qu'un camion blanc aurait été aperçu dehors quelques jours auparavant, alors qu'il n'avait jamais été vu dans les environs. Apparemment, contre l'image qu'elle a voulu donner lors de l'interview, Janae semblait ne montrer aucune émotion. On dit également que la mère et sa fille auraient été vues en train de fumer et de boire, en train d'écouter de la musique pendant que d'autres continuaient les recherches. Beaucoup de monde ayant été proche de la mère durant les recherches se mettront d'accord sur le fait qu'elle n'était pas très amicale. Même si ça ne fait pas d'elle une coupable, elle n'avait pas l'air reconnaissante de tout l'aide qu'on lui apportait. Il faut quand même garder à l'esprit que ce ne sont que des rumeurs. On ne sait pas ce qui est inventé et ce qui est vrai, et ce qui a été déformé, et on ne le saura jamais. Mais c'est tout de même bon de préciser que du côté de l'opinion publique, Janae n'était pas lavée de tout soupçon. Un autre fait important à souligner, c'est que plus tard dans l'enquête, le mandat de perquisition de l'appartement de Janae et Bobby est devenu public grâce à la 13 ABC. On y apprend que la police y confisquera plusieurs téléphones, ordinateurs, tout dispositif permettant de stocker des données, de l'ADN, des fibres ou tout autre vêtement, un marteau à griffes dans la cuisine et des sacs poubelles. Le mandat de perquisition avait été établi le 4 septembre 2020 dans l'état de l'Ohio, soit le jour de la disparition. Malgré tous les efforts des enquêteurs et tout ce qui a été mis en place, il faudra tout de même attendre plus d'1 an pour avoir des nouvelles informations dans cette affaire. Petit spoiler avant de commencer, attendez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour tous les bonus et le Mogo Coffee Moment. Je vous attends très nombreux pour la partie 2. Bref, continuons. Nous sommes donc le 28 octobre 2021. Janae et Bobby la grand-mère sont inculpées en relation avec la mort de Brylen. Elles sont respectivement accusées d'entrave à la justice et de mise en danger d'enfants ainsi que d'obstruction à la justice. En effet, elles sont accusées d'avoir donné de fausses informations aux policiers. Dans cette affaire, l'entrave pourrait être expliquée par le fait qu'elles maintiennent que Brylen serait tombé du 3e étage. Et ça, c'était évident que c'était un putain de mensonge. Ça se voyait qu'elle mentait. S'il était tombé du 3e étage, je pense que ça se saurait. Malgré cette inculpation, les recherches sont toujours en cours pour tenter de trouver n'importe quelle information qui aiderait à comprendre ce qui est arrivé à Brylen. Le lendemain, le 29 octobre, un média local annonce officiellement à la télévision que les 2 femmes ont été inculpées dans la mort du petit Brylen, en rappelant les recherches effectuées, les soupçons, etc. Il confirme à nouveau que la noyade ne pouvait pas être la cause de la mort. Janae et Bobby restent quant à elles sur leur version. Le petit est tombé du 3e étage. C'est quand même dingue, je trouve. Même 1 an après, elle reste butée sur cette idée. Alors qu'humainement, c'est impossible qu'un enfant survive d'une chute pareille. Et encore moins d'être capable de marcher après ça. C'est du grand n'importe quoi. Pour expliquer le maintien de cette version, Janae dira que Brylen aurait pu tomber par la fenêtre pour la raison suivante. Elle croit que c'est arrivé parce qu'elle était à l'arrière de l'appartement, que Bobby, sa grand-mère, était dans le salon et que là, elle aurait remarqué que la fenêtre était ouverte dans la chambre de Brylen, mais qu'il n'y avait malheureusement plus personne. Pour elle, si le petit était passé devant sa grand-mère, elle l'aurait obligatoirement remarqué. Le fait qu'il soit passé par la fenêtre est alors la seule explication pour elle. Ici, je vous avoue que son explication est très louche. On comprend difficilement là où elle veut en venir, comme une personne qui a du mal à bien mentir. Bref, cet événement tragique a marqué les esprits, et notamment les résidents de Hunters Ridge. Un résident, Carl Brown, dira que c'était tellement triste et tragique. Il se rappellera que les bénévoles avaient l'impression de vouloir la justice quoi qu'il arrive. Et concernant le fait que Brylen a été retrouvé dans la piscine alors qu'il n'y était pas avant, il ajoutera « Il n'était pas dans cette piscine. Tout le monde se demande comment il est arrivé là. Je sais que beaucoup de gens pourraient être à la recherche de quelqu'un à blâmer, mais nous voulons juste savoir ce qui s'est vraiment passé. » Ce n'est que 2 ans plus tard, soit en septembre 2022, que le procès a été tenu. Les procureurs ont déclaré que l'histoire de Janae, comme quoi Brylen serait tombé de la fenêtre, n'était que des purs mensonges, pour dissimuler la négligence de sa mère qui a conduit à sa mort. On apprendra également lors de ce procès qu'un témoin aurait aperçu l'enfant vers 11 h près de la piscine. Janae expliquera au procureur qu'elle avait donné cette version aux enquêteurs. Elle serait sortie jeter la poubelle à 10h30, rentrée à l'intérieur de l'appartement vers 11 h et qu'elle aurait fumé un joint pendant environ 45 minutes avant de signaler la disparition de l'enfant à 12h20. La partie la plus intéressante de ce procès, ce sont les résultats de l'autopsie que tout le monde attendait. En effet, l'autopsie plus poussée montrera qu'à l'intérieur de l'estomac de Brylen,
Brylen, il y avait de l'ananas non digéré, ce qui correspond à ce qu'il avait mangé au petit déjeuner ce matin-là. Cette découverte prouve qu'il est décédé peu de temps après le petit déjeuner, puisque cet aliment est normalement digéré en 3-4 heures après l'avoir mangé. Bobby Johnson a plaidé coupable pour entrave à la justice, et elle pourrait faire face à un maximum de 180 jours de prison, ce qui correspond à 6 mois de prison. Concernant Janae, on ne sait pas pour l'instant si elle a plaidé coupable. Il n'y a aucune peine la concernant pour le moment. Les deux femmes seront à nouveau face aux tribunaux le 14 novembre 2022. Ainsi se termine cette affaire sur le petit Brylen. Et comme je vous l'ai dit, attendez une seconde, cette vidéo est loin d'être terminée. Juste après, on passe au Mogo Coffee Moment avec plein de vidéos sur lesquelles on va réagir. Mais avant ça, revenons sur cette affaire. Selon moi, cette enquête est un triste exemple du manque de vigilance dont certains parents font preuve. Un instant d'inattention, délaisser son enfant quelques minutes et voilà comment une journée banale se transforme en drame. Ici, on ne peut pas enlever que les policiers ont été très réactifs lors de cette enquête. Ils ont commencé les recherches très vite pour essayer de retrouver le petit Brylen. Mon hypothèse, c'est qu'il y a eu un accident qui a mené à une fin tragique du petit Brylen. Janae aurait paniqué et aurait finalement décidé avec Bobby de signaler sa disparition. Comme tout le monde s'est mis à le rechercher, elles se sont mêlées aux fouilles afin de paraître irréprochables. Mais heureusement que les policiers et pompiers ont pris la décision de retourner fouiller la piscine, puisque c'est évident que la personne qui a déposé le corps de Brylen ici ne voulait pas qu'il soit retrouvé. Il pensait que cette zone ne serait jamais fouillée une deuxième fois, mais il s'est totalement trompé. Enfin bref, j'attends vos avis concernant cette affaire dans les commentaires. Comme je vous l'ai dit, cette vidéo n'est pas terminée et on passe au Mogo Coffee Moment. Le retour des Mogo Coffee dans certaines vidéos. Aujourd'hui, ce que je vous propose est très simple. J'ai traduit plusieurs vidéos anglophones qu'on va découvrir ensemble. Ainsi, on pourra réagir sur toutes celles que je vais vous montrer. Et pour celles qui vous ont marqué et qui mériteraient un sujet complet, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Les Mogo Coffee Moment, je trouve ça super cool. Le concept est très simple, comme je le disais au début, faut voir ça un peu comme un programme. Le Mogo commence par vous présenter une affaire criminelle, puis ensuite un bonus aléatoire. Et ça peut être tout et n'importe quoi, tant qu'on kiffe ensemble. Ça se trouve un jour je vais péter les plombs et je vais vous faire une vidéo True Crime en ASMR, vous allez rien comprendre. Ou peut-être à la fin d'une affaire, discuter avec vous autour d'une bonne bouffe. Vous me connaissez, l'amour de la bouffe et moi c'est quelque chose de magnifique. Donc ne vous étonnez pas si vous voyez un Mogo sauvage avec un kebab en train de vous raconter quelques anecdotes. Dites-vous que c'est normal, le Mogo est imprévisible. Ou encore on pourra parler d'histoires paranormales, des réactions, enfin bref, vous avez compris. Sur ce, ladies and gentlemen, welcome to the Mogo Coffee Moment. Générique. Allez, let's go pour la première séquence. Il s'agit d'un père de famille qui va être confronté au tueur de son propre fils. Il s'agit du tueur Luke Hayes Kendall, et la réaction du père m'a fait frissonner. Son, man. He wasn't crazy then, but he crazy now. All of a sudden he crazy now. You want to lay in a mental hospital? You murdered my son, man, for nothing? Trying to get away from you. And you murdered a man like that. You murdered a man like that. Why you doing it like that, man? And you want to play crazy, man? Je vais vous demander juste un truc. Mettez-vous à la place de ce père le temps d'un instant. Vous êtes là dans la salle, assis tranquillement, à faire face au tueur de votre fils. Lui, il est là tout calme, en train de plaider la folie mentale. À dire qu'il n'était pas responsable au moment du meurtre, etc., etc. Comment vous auriez réagi, sérieusement? Ce père de famille, je le comprends à 1000%. Il est en colère face à cette injustice. Devant cet individu qui essaie de diminuer sa peine avec tout un tas de mensonges. Pour moi, sa colère est justifiée, et c'est juste terrible de subir tout ça. Avoir ce tueur juste en face de toi qui a pris la vie de ton fils, je peux vous dire qu'il aurait rencontré Mogo Junior. Bref, continuons avec une autre vidéo. Nous sommes directement à la condamnation d'une femme, Amber Pereira, qui a commis 3 meurtres d'une brutalité sans nom. Les ravages de l'alcool sont dévastateurs. Prendre le volant alors que tu es bourré, tôt ou tard, ça pourra provoquer de graves situations. Je vais vous faire écouter ce que dira le juge concernant Amber qui dira que sa vie est ruinée. Her life being ruined. Yes, ma'am. Your life is ruined. But you also ruined a lot of lives and ended 3 lives. Tout est arrivé sur l'autoroute de Selmon, où Amber Pereira conduisait ivre.
Elle finira par percuter d'une violence inouïe une pauvre famille, Louise, Rita ainsi qu'une petite fille de 8 ans. Voici le témoignage poignant du père de Rita lors de la condamnation. Taken everything from us. You can't give it back. And nor will you ever give it back. I can't forgive you. There is no forgiveness for this. Le père est rempli d'émotions face à ce drame, et c'est totalement compréhensible, bordel. De pauvres innocents qui vont perdre la vie brutalement. Et je pense notamment à cette pauvre fille, Meskina. Ça fait vraiment beaucoup de peine. Ils n'ont rien demandé. Et là, t'as cette personne qui n'a rien dans le cerveau, qui va prendre le volant totalement bourré. C'est tellement injuste. Bref, je me calme et je vous pose quand même la question suivante. Pourriez-vous sincèrement lui pardonner? Mettez-vous à la place de ce père. Est-ce que vous pourriez lui pardonner d'avoir pris la vie de vos proches? Je vous avoue que je suis assez curieux d'avoir vos avis là-dessus. Et bien justement, en parlant de pardon, je suis tombé sur une vidéo qui m'a fait beaucoup réfléchir. Moi le premier dans certaines affaires, vous me connaissez, je réagis beaucoup à chaud et on a tendance à être catégorique. Lui, tout ce qu'il mérite, c'est de pourrir en prison. Tout ce qu'il mérite, c'est de souffrir. Les réactions à chaud, c'est souvent ce qu'on pense tous au fond de notre cœur. Mais c'est parfois un peu dur, je l'avoue. Dans beaucoup de situations, voire la majorité bien sûr, le meurtrier mérite la prison et ça, c'est indéniable. Mais j'ai trouvé un homme, certes rempli de tristesse face à la perte de son enfant, mais aussi rempli de sagesse. Pour info, son fils Salahuddin Jitmood est un livreur de pizza qui a été victime d'un braquage. Et il a été poignardé à mort dans un appartement en avril 2016 aux États-Unis. Malgré l'horreur du crime, le père de la victime va outrepasser toute cette tristesse et il va pardonner le meurtrier. Je vous laisse visionner la séquence qui est très poignante. The devil, who misguiding you and misleading you to do such a horrible crime. No, I don't blame you. I'm not angry at you. I'm sorry about what happened that day. Just tell them that you do. Well, I thank you for your forgiveness. There was only uncontrollable sobbing as Relford and Jitmood's father embraced one another, proving that sometimes kindness does prevail. Le père de la victime va jusqu'à le serrer dans ses bras. Dans la salle, on ressent énormément d'émotions. La mère de Relford, le meurtrier, qui n'en revient pas qu'il soit pardonné. Elle est tout simplement choquée. Le juge est aussi tellement submergé qu'elle suspendra l'audience à plusieurs reprises. Relford prendra tout de même 31 ans de prison pour son implication dans le meurtre de Salahuddin Jitmood, ce pauvre innocent qui a perdu la vie brutalement. J'attends vos avis concernant cette séquence, je trouvais ça super intéressant de vous la présenter. De voir qu'un homme envahi d'une tristesse inouïe a réussi à surpasser tout ça et à pardonner. Maintenant, continuons avec la vidéo suivante, regardez. Master took his foot and stopped her stomach over and over and over again to kill that little baby inside of her. Ici, je vous avoue que j'ai envie de m'énerver. L'un des meurtriers dans la salle d'audience ne montre aucune émotion. Il est là en train de montrer un sourire narquois, comme s'il était au-dessus de tout. Il est là à nier ce qu'il a fait avec un air condescendant. Il est juste pitoyable et pathétique. La pauvre femme Amanda Lynn, qui avait déjà 4 fils, était enceinte de 5 mois de sa première fille. Selon l'enquête, 2 adolescents à l'époque âgés de 16 ans, Barnes et Jeremy Lee, ont détourné la voiture d'Amanda dans le sud-ouest de Détroit. Ils ont battu la mère, l'ont mis dans le coffre de sa propre voiture pour ensuite la conduire dans une maison abandonnée. Là-bas, ils l'ont battue encore et encore, l'ont étranglée et ont fini par lui casser le cou pour la tuer. Elle est morte seulement à l'âge de 29 ans. Ce meurtre me choque encore plus, sachant qu'elle était enceinte. Faut vraiment être inhumain pour en arriver là. Concernant les 2 meurtriers, ils ont été condamnés à perpétuité pour ce meurtre horrible. Et franchement, vous savez quoi? Bien fait pour eux, c'est tout ce qu'ils méritent. Ici, on va réagir à la condamnation d'un homme qui mériterait quelques petites claques, je pense. Et vous allez comprendre très vite pourquoi je vous dis ça. Pour vous expliquer un peu le contexte, ici on a affaire à Donta Wright, qui a été condamné entre 20 et 50 ans de prison pour vol à main armée, crime avec une arme à feu et meurtre au 2e degré de Jordan Clay. La séquence sur laquelle on va réagir ici se passe directement au tribunal. Regardez. I've lost laughter and love. I no longer have the hope of having grandchildren. I've lost the enjoyment of holidays and birthdays and of everyday life. I just want to tell y'all, I'll be home soon. R.I.P. Keon. I love my family. That's all you got to say? Yes.
Le mec n'a aucun respect envers les familles de la victime. Il est là en train de rire ouvertement comme si rien de grave ne s'était passé. Je n'ai jamais vu une scène pareille auparavant. Aucun respect. Le pire, c'est la famille qui est dévastée quand on regarde encore une fois les images. Ils sont là juste devant lui et il rigole comme un guignol. Enfin bon, je vous jure que parfois, j'ai l'impression de rêver. Déjà que tu fais de la merde dans ta vie, que tu commets des crimes, pas la peine de te donner en spectacle lors de l'audience. De telles choses, de l'irrespect, c'est pas possible. Si j'avais été présent dans ce tribunal ce jour-là, je vous avoue que je ne sais même pas comment j'aurais réagi. C'est pour ça que je comprends le père de la première séquence. T'as juste une envie, c'est de lui foncer dessus et de... Vous m'avez compris. Eh bien, je crois que maintenant, le Mogo Coffee Moment est terminé. Je vous ai présenté 5 séquences que je trouvais très intéressantes. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires et à me dire si vous voulez une vidéo concernant les séquences qu'on a pu voir. S'il y a assez de matière, pourquoi pas en faire une affaire éventuellement. En tout cas, j'espère que ce format vous aura plu. Si vous avez aimé, je pense que les Mogo Coffee Moments seront encore plus longs, encore plus détendus, chill, bon enfant, et il se pourrait même que je me déplace dans des petits endroits. Donc si vous aimez ce concept, likez cette vidéo, faites-le moi savoir s'il vous plaît. Il est temps pour moi de me téléporter et de me préparer un bon truc à manger. Parce que c'est pas le tout, mais j'ai faim. Ce tournage m'a donné faim. Vous savez quoi? Comme d'habitude, venez, on se fait tous plaisir. On est à la fin de cette vidéo, donc allez vous péter le bide, parce que moi je vais le faire. Donc faites-le aussi, vivons gros, vivons heureux. Sur ce, prenez bien soin de vous et vos proches, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo, c'était Mogota.